Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenirs d'écoliers. Chaque semaine, je reçois une personnalité qui se confie sur son enfance et sa scolarité. Et avec moi cette semaine, Akram Benallal. Bonjour Akram. Bonjour. Alors, tu es chef. Le grand public t'a découvert à partir de 2011, quand tu as ouvert ton premier restaurant, Akram, à Paris. Depuis, tu as obtenu plusieurs étoiles Michelin et ouvert de nombreuses adresses, et je ne savais pas, dans le monde entier. Notamment, tu as eu des établissements à Hong Kong, à Manille, à Bakou. Donc ça va plutôt bien pour toi, non ? Oui, enfin c'était surtout oui, ça va parce que bon, j'ai toujours aimé ce que je fais, mais c'est vrai que les ouvertures que j'avais faites à l'époque, c'était d'une manière très spontanée, finalement, parce que j'avais une folie de vouloir expérimenter, de voir un peu ce qui m'attendait à l'étranger. C'était très intéressant et j'en tire à chaque fois des conclusions vraiment très intéressantes, même au niveau d'entrepreneuriat. Quand j'ai ouvert à Hong Kong, quand j'ai ouvert à Manille, j'ai ouvert à Shanghai, à Bakou, en Azerbaïdjan. Et j'apprenais beaucoup de ces pays-là qui m'ont ouvert l'esprit dans ma cuisine, dans ce que je fais, dans l'esprit d'équipe aussi. Donc voilà. Donc c'était... Parce que quand tu as ouvert dans ces pays-là, tu t'adaptais à la nourriture locale ? On s'adaptait, on essayait de comprendre aussi. Ça n'a pas toujours été facile parce qu'il y a un public souvent qui... Par exemple, ma première expérience a été d'ouvrir le restaurant à Hong Kong. Et quand je suis arrivé là-bas, finalement, je voyais que tous les clients qui venaient, ils ramenaient leurs bouteilles de vin. Donc, ils n'achetaient pas sur place. Donc, moi, je ne comprenais pas. Ou par exemple, en Chine... Comment ça se fait ? C'est une coutume ? Oui, c'est une coutume. C'est-à-dire qu'il y a juste un droit de bouchon. Ils ont plein de très, très grands vins. Bon, c'était bien parce qu'ils partageaient avec moi, donc c'était intéressant. J'ai bu, je crois, tous les plus grands crus, je les ai bu là-bas. Mais voilà, donc il y avait ça. Et puis il y avait aussi autre chose, c'était très intéressant, c'est qu'ils venaient à chaque fois, quand le client venait, il se mettait à table, il buvait toujours de l'eau chaude. Je voyais de l'eau chaude. Donc ils se servaient de l'eau chaude, ils buvaient ça. Et je leur ai expliqué, mais pourquoi ? En fait, ils expliquaient que ça avait un rapport avec le corps, pour l'œsophage, pour se nourrir, pour ne pas avoir de peine dans l'estomac. C'est une habitude que tu as gardée ? Oui, alors, oui, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut toujours démarrer avec une soupe. Voilà, les soupes, les consommer, avant de pouvoir prendre d'autres plats. Et c'est très intéressant de le faire. Je le fais de temps en temps, je ne le fais pas tout le temps, mais c'est vrai que oui, c'est intéressant de le faire. Dans quelques mois auront lieu les JO 2024 à Paris et tu fais partie des chefs qui ont été choisis pour élaborer des menus. Oui, absolument. Je suis très fier, très honoré. Qui vont être proposés aux athlètes. Qui vont être proposés aux athlètes. On sera dans le village olympique. Donc, bon, d'une, c'est super. Enfin, c'est une expérience qui va être incroyable. Et bien évidemment, mois d'août, je resterai à Paris. Mes restaurants seront ouverts. Et je suis très content parce que j'adore Paris au mois d'août. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ça a été de comprendre ce projet qui a été réfléchi depuis 4 ans, quand il y a eu l'appel d'offres qui a été fait. On était venu me voir, c'était Sodexo Live qui répondait à l'appel d'offres. Et donc, c'était aussi de montrer que les chefs font partie, en fait, des athlètes. Et aussi, c'est de montrer au monde entier que la gastronomie fait partie du patrimoine. Donc ça fait voilà. Et donc, ça a été de travailler sur les recettes. Comment justement tu prépares des menus pour des athlètes ? Les menus avec les athlètes, ça a été fait d'abord. Bon, ce qui est bien, c'est que Sodexo, eux, ils font beaucoup de volume. Il y aura quasiment 25 000 repas qui seront servis par jour. Donc, ce qui est énorme. Et à côté de ça, on a créé un espace, un petit restaurant qui va être pour les athlètes aussi, où ils pourront venir sur place pour déguster d'autres choses un peu plus sophistiquées, un peu plus travaillées. C'est aussi pour leur montrer que voilà, on a pensé à vous si vous voulez découvrir la cuisine parisienne. Il n'y a pas le droit de faire quelque chose de calorique. Alors si, figure-toi que si. Alors c'est aussi étrange que ça peut paraître, ils ont besoin de se nourrir. C'est-à-dire que de viande, de choses, bon, bien évidemment pas trop grasses, mais ce qui pour moi est intéressant, c'est que on a travaillé sur cette réflexion. Je me suis dit, moi, qu'est-ce que je vais pouvoir travailler comme produit qui va les intriguer, les intéresser. Donc on a travaillé le quinoa, qui est fait dans la région centre, à côté d'Orléans. C'est un couple qui fabrique ça, donc tu vois, donc il y a toute une réflexion aussi de produits qui vont venir
à 200 km autour de Paris. Voilà. Ça, c'est tout bon, c'est calé, c'est fini. Les projets dans les prochains mois? Les prochains mois, là, récemment, on a ouvert donc, le Raphaël Hôtel qui avait entièrement été refait là, en restauration. On ouvre le 15 avril la terrasse. Super terrasse avec vue sur la Tour Eiffel. Terrasse. Franchement, c'est l'une des meilleures terrasses, je dirais, de Paris. Donc, après, il y a beaucoup à l'étranger aussi. On ouvre Koweït fin d'année. Il y aura aussi Dubaï fin d'année et l'Arabie Saoudite l'année prochaine. Voilà. T'es débordé? Non, ça va, j'ai pas l'air, non? Ça va? T'as l'air cool. Ouais, parce qu'en fait, j'ai la chance d'être très très bien entouré. Ça m'a pris beaucoup d'années parce que l'entourage est très important. Moi, j'essaye de faire en sorte que mes équipes soient vraiment partie prenante de tous mes projets, qu'ils puissent y participer, voyager, aller à ma place, parce que moi, je l'ai déjà fait plusieurs fois. J'ai une confiance vraiment... tu délègues beaucoup, alors? Je délègue, ouais. Parce que déléguer, tu ne peux pas faire ce métier si tu ne délègues pas. Tu ne peux pas te développer si tu ne délègues pas. Et je pense que quand on est chef, après on devient leader, après on devient leadership, mais le leadership, c'est celui qui t'embarque, c'est celui qui t'emmène dans des projets. C'est-à-dire que moi, avec mes équipes, demain, je leur dis, je fais un restaurant sur la Lune, ils vont suivre, quoi. Même si ça paraît fou, mais les plus belles idées, c'est d'embarquer avec toi les personnes qui croient en toi. Et c'est vrai que voilà, donc c'est formidable de pouvoir participer avec eux sur ces nouveaux projets. On va remonter un petit peu dans le temps. Ouais. On va se remémorer ensemble tes souvenirs d'écolier. Pour commencer, où as-tu grandi? Moi, j'ai grandi en Algérie, à Oran, exactement. Mais t'es né à Maison-Lafitte. Alors, moi, je suis né en France. Moi, j'ai fait le contraire. C'est que je suis né en France et je suis parti vivre en Algérie. À quel âge? Tout de suite, j'avais 1 an. Donc, j'étais bébé quand j'étais en Algérie. Donc, j'ai fait ma scolarité principalement à Oran. Et comment ton enfance là-bas? Pardon? Ton enfance là-bas, c'était comment? Ouais, c'était formidable. J'ai encore, de toute façon, tout le temps, j'ai ces odeurs de jasmin, de fleurs d'oranger, de cérus, des klaxons. Tu sais, il y a un charme à Oran, c'est très... comment je pourrais... Je compare souvent Oran à Naples, un peu, ou à Marseille. Tu vois, j'aime ce côté, ce contraste qu'il peut y avoir. Ce ciel bleu, cet écran incroyable, d'ailleurs, qui a... ça a beaucoup inspiré Camus, Yves Saint-Laurent, enfin ils viennent tous d'Oran. Hein. Et toi, tu y retournes? Ah, j'y retourne très souvent, oui. J'y vais quasiment 1 à 2 fois par an. Mais je fais pas que Oran, maintenant j'essaie de découvrir. Là par exemple, je suis allé dans le désert, à la frontière libyenne, à Djanet, où je suis parti avec les vrais bédouins, qui m'ont appris avec toute humilité comment ils arrivent à reconnaître la route avec les étoiles. J'ai dormi dans le désert. Il y a 300 km de désert à Djanet, c'est exceptionnel. C'est-à-dire que j'ai pris des photos, à un moment donné j'ai arrêté parce que c'était tellement incroyable que les oasis, on a cuisiné sous le sable, on a fait du feu, j'ai préparé avec eux le pain, la viande, enfin bon... Et jusqu'à quel âge tu restes en Algérie, toi? Jusqu'à mes 14 ans. Ouais. En fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai grandi en Algérie. Mon père abandonne ma mère, j'avais 11 ans. Et du coup, moi, j'ai dû arrêter l'école. J'ai commencé à travailler tout de suite, ouais, à 11 ans. Ouais, qu'est-ce que tu faisais? Je faisais les marchés. Je vendais aussi, par exemple, ma mère aussi, elle préparait par exemple des plats qu'on vendait à côté. Voilà. Donc, tout de suite, en fait, elle te met dans la cuisine, finalement. Ouais, tout de suite, ouais. En fait, j'ai toujours grandi à côté d'elle. On a un lien très fort avec ma mère. C'est un lien, je sais pas comment l'expliquer. Je pense que quand on traverse des choses comme ça, finalement, ça nous nourrit et ça nous rend ce qu'on est. Et finalement, Est-ce que tu avais des frères et sœurs? Oui, j'ai une sœur et j'ai un frère. Ouais. Donc, ils étaient plus petits. Donc, tu es l'aîné. Donc, tu as tout de suite plus de responsabilités. Exactement. Et ça l'est encore aujourd'hui. En fait, j'adore avoir des responsabilités. Et quand mon père, finalement, il a abandonné ma mère, donc j'ai démarré comme ça. Et ça a été une magnifique école, parce qu'il y a l'école et il y a l'école de vie aussi. Et cette école, elle était superbe, elle était avec des valeurs aussi, parce que malgré tous ces problèmes-là, ma mère a une résilience incroyable. Ce qui m'aide beaucoup aujourd'hui dans l'entrepreneuriat.
parce que quand il y a des problèmes, les montagnes russes, eh ben c'est pas grave, ça monte, ça descend, mais au final, c'est avoir cette résilience et dire c'est pas grave, voilà. Il faut prendre les problèmes, je dirais, avec beaucoup de recul et essayer de dire bon, c'est pas grave, demain ça sera mieux. Et c'est comme ça en tout cas que j'ai grandi. Mais l'école a été pour moi un passage incroyable. On arrive justement à l'école. Ouais. T'étais quel genre d'élève? Déjà là-bas en Algérie, il faut savoir qu'on a tous des tabliers, c'est-à-dire qu'on met ce qu'on appelle comme un uniforme. Voilà, on met un uniforme. Moi, le mien, il était bleu. Et j'étais un garçon je pense que j'étais un rêveur. Je le suis toujours, hein. Mais c'est vrai que j'étais toujours un peu ailleurs, dans la lune, ouais. Et j'étais quelqu'un qui écoutait beaucoup. Bon, j'ai fait quelques bêtises à l'école quand même. Je le sentais, ouais, je le sentais. Mais tu sais, à l'époque, là-bas, c'était drôle parce que quand j'arrivais en retard, j'avais un prof qui était à la dure. Et du coup, tu sais, c'était vraiment à la règle. Tu te prenais des coups de règle? Ouais, des coups de règle. Ouais. Bah, quand tu arrivais en retard et tout ça, le stylo entre les doigts, c'était ça, en fait. Et du coup, tout le monde marchait droit. Ça m'est pas arrivé souvent, hein. J'étais pas non plus un enfant terrible, mais en fait j'aimais l'école, mais c'était pas quelque chose que j'avais en moi. J'étais plus quelqu'un qui était plus artiste. Je pensais plus à quand je sortais à 16h, aller chercher mon beignet avec mon café au lait à la Mona, là, la brioche à la fleur d'oranger, que tu vois, c'était ça. J'étais voilà. T'étais déjà épicurien, t'aimais bien manger. Et ouais, exactement. Et par contre, aujourd'hui, mes enfants, je vis leur scolarité, mais vraiment, à travers eux. T'es dur avec eux? Non, je suis pas dur parce que chaque effort qu'ils font, ils le font pour eux. Je leur ai toujours dit ça. Mais j'ai beaucoup de chance parce qu'ils sont très bons, ils sont très autonomes. Mais c'est vrai, des fois, quand ils me montraient des trucs, je comprenais rien. C'est-à-dire que quand ils me disaient, voilà, les calculs, malheureusement, je n'ai pas appris ça. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. Mais en revanche, je suis très fétichiste, c'est-à-dire que j'achète beaucoup le papier. Quand je vais au Japon, j'achète du papier, j'achète des stylos. J'ai une tonne de collection de stylos à plumes. J'adore écrire, j'adore dessiner. Donc voilà, il y a un petit côté écolier. Qui est toujours présent dans la vie d'adulte. Ouais, exactement. Et aujourd'hui, tu es chef, tu es entrepreneur. Est-ce que petit, il y a un autre métier qui te faisait rêver? Alors, en fait, je l'ai découvert tard, mais je pense que si je n'aurais pas fait ce métier, j'aurais fait architecte. Parce que j'adore travailler les volumes. Ou j'aurais été peut-être artiste aussi. J'aime ça, raconter des choses à travers son histoire. Moi, je le fais à ma manière avec la cuisine, mais voilà, c'est ce que j'aurais fait. On l'a dit, tu as arrêté ta scolarité à 14 ans. Qu'est-ce qui se passe après? On vient en France. À 11 ans. Oui, à 11 ans. Et à 14 ans, tu quittes. À 14 ans, on arrive en France. Ouais. Et donc, il y a eu 2 ans durs. C'est toute la famille qui revient en France? Oui, parce qu'en fait, à l'époque, de 88 à 94, il y a eu le terrorisme en Algérie qui avait fait des ravages. Il y a eu quand même 200 000 morts. Hein. Et donc, à cette époque, ma mère essayait de trouver une solution pour qu'on vienne en France. Et par la suite, donc, on est arrivé exactement à Amboise. Et là, je décide de faire, je voulais être cuisinier. On me dit, va à l'école hôtelière. Sauf que je vais à l'école hôtelière Albert Baillet. Et je me rappelle encore, j'arrive, j'avais pas de bulletin de notes. C'est à Tours, oui. Et j'avais pas de bulletin de notes, parce que forcément, il y avait une petite période sans école. Voilà. Exactement. Donc du coup, je me retrouve sans rien. Et on me dit, le seul moyen que vous pouvez faire, ce serait de faire un apprentissage. Ah, je dis, c'est une très bonne idée. Donc là, tu vas faire un apprentissage à Saint-Cyr? Alors, Saint-Cyr, exactement, au CFA de Saint-Cyr. Sauf que, avant, il fallait trouver un patron. Donc, le premier restaurant que je visite, c'était sur la Nationale 10 à Bonnet. C'était un routier. Et moi, je ne savais même pas, parce que moi, je voulais travailler dans un restaurant. Je rentre, je vois c'est un routier. Et ma mère me dit, je me rappelle, elle me dit, ça, c'est pas un grand restaurant, c'est pas pour toi. Il n'y a pas de nappe blanche et il n'y a pas de moquette. Du coup, donc j'ai trouvé un restaurant avec de la moquette. C'était dans les critères de recherche. C'était dans les critères de recherche. Et elle avait raison, parce que finalement, c'était ça, les grands restaurants de l'époque. Aujourd'hui, bon, ça a beaucoup changé. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était comme ça. On avait une définition des grands restaurants comme ça.
Et j'ai donc trouvé un maître d'apprentissage exceptionnel que je vois toujours parce que je garde toujours des liens avec ceux qui m'ont appris. Restaurant de la Poste à Moulineuf, dans un petit village entre Onzain et Blois. Dans le Loir-et-Cher. Dans le Loir-et-Cher, ouais. Et donc ce restaurant, j'y allais en stop pour aller travailler. On habitait à l'époque à Château-Renaud. Il dit de toi, le propriétaire, que tu étais un surdoué. Figure-toi que je le remercie d'ailleurs, j'espère qu'il regardera. Je les vois bientôt en plus. Et ça a été un moment, tu sais, je pense qu'il a été dans ma trajectoire de vie. Le fait qu'il était là pour moi à un moment donné, j'avais fait 3 mois et j'avais des doutes. Tu sais, on est toujours rempli de doutes. J'avais T'étais jeune, 14 ans, j'étais jeune. Je me suis dit, je vais jamais y arriver en fait. Et tu sais, il a pris sa voiture, il est venu jusqu'à Château-Renaud. Il est venu me récupérer. Mais s'il n'aurait pas fait ça, tu vois la trajectoire d'un homme de vie, c'est complètement différent, tu vois. Donc c'est plus que merci pour lui. Ah oui, beaucoup. Je lui dois beaucoup parce que j'aurais pu arrêter, j'aurais pu faire autre chose. Et puis finalement, le fait qu'il soit là, qu'il soit venu, ça m'a... T'étais quoi? T'étais surmené à ce moment-là ou t'étais trop plein de doutes ou Non, j'ai trouvé que... en fait, tu sais, il y a ce qu'on désire, c'est-à-dire le métier. Moi, à l'époque, je voyais tous les grands chefs sur Capital avec les tocs et tout, c'était mon rêve. Parce qu'il y a 2 choses. Il y a monsieur Thierry Poidras qui a fait beaucoup pour moi. Et il y a un autre chef que j'aime tout particulièrement beaucoup, c'est Alain Ducasse, où on est très très proches. Pourtant, j'ai jamais travaillé avec lui, mais on a des liens très forts. On a une affect particulière. Et je te raconte cette histoire parce que la fois où j'ai vu Alain prendre le Concorde, c'était une émission sur Capital. Il prenait le Concorde, il allait à l'Essex House à l'époque à New York. Il faisait le service au Plaza, il prenait le Concorde, il dégustait ses mets dans le Concorde, parce que c'était lui qui faisait la nourriture dans le Concorde. Il arrivait à l'Essex House, il faisait le service, il rentrait après, il allait à Monaco. Je le voyais avec sa valise et j'ai dit un jour je serai comme lui, tu vois. Et c'est fou parce qu'il a ses rêves, il a cette ambition que tu vois. Qu'on aimerait tous avoir finalement. Et c'est un peu ça que j'essaie de faire, quoi. On arrive, tu as 25 ans et tu obtiens ta première place de chef en Touraine, au château des 7 Tours. Après El Bouli. J'ai travaillé chez El Bouli juste avant, Ferran Adria, meilleur restaurant du monde. Comment je me retrouve là-bas? Je suis à l'époque à Benidorm, je vais dans un taxiphone et j'écris un mail en disant je voudrais être chef, mais avant d'être chef, parce que j'avais fait tout le parcours chef de parti chez Gagnère, commis, etc. Mais là, ça y est, j'étais prêt pour être chef. J'ai toujours été quelqu'un qui entreprend, c'est-à-dire que très vite, très jeune, j'ai voulu être chef, quoi. Et je lui envoie un message, un mail, et je reçois le mail à Benidorm, j'étais en vacances. Et du coup, il me dit, ouais, vous vous présentez dans 2 jours à 13h au restaurant à Rosas, à Kalamanjoy. Et je laisse mes vacances, j'avais rien. Je prends mon sac à dos, je fonce là-bas, j'arrive. Je savais même pas où aller dormir parce que j'ai dormi la première fois. Il y avait des espèces de bungalows camping qui étaient juste à côté à Kalamanjoy. D'ailleurs, c'est fabuleux là-bas. Et la dame m'a prêté un transat pour dormir, il faisait chaud. Et elle m'a donné la douche. Et puis le lendemain, j'ai dormi chez des copains qui étaient là. Je me suis fait copain avec ceux de la cuisine. Et puis on dormait tous dans une pièce avec des sacs de couchage. Mais on avait la passion du métier. Tu vois, c'est ça. C'est-à-dire que le confort, on s'en foutait. C'était d'être ensemble et d'essayer de partager la connaissance. Partager la connaissance, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus noble. Et donc, j'arrive à Tours après, en 2005, dans ce château golf, le château des 7 Tours. Et comment ça se passe là-bas? C'était assez drôle parce que j'avais une envie de révolution, tu vois, à cette époque. J'avais 25 ans, je sortais d'El Bouli, je voyais plus de cerfs et de lapins qui passaient et de lièvres le soir que de clients, parce que c'est nulle part en fait. C'est entre Château-Lavalière et Courcelles de Touraine. Si tu veux, Courcelles de Touraine, je sais pas si tu vois, mais c'est une route, hein. Et t'as le château là qui est avec le golf. Donc j'avais les golfeurs le midi, mais qui venaient surtout pas le soir parce qu'ils venaient golfer puis ils rentraient à Tours. Du coup, on n'avait que la clientèle de l'hôtel. Et quand je suis arrivé dans cet hôtel,
les propriétaires à l'époque, je me rappelle, ils m'avaient vachement suivi, ils m'avaient vachement écouté parce que, par exemple, ils avaient une véranda magnifique. C'était le restaurant gastronomique, mais ils servaient, tu vois, avec des sets de table en papier. Ils te mettaient du beurre, tu sais, emballé dans du truc. Ça faisait très restaurant de province, mais tu vois, pas. C'était pas à la hauteur de ce que tu voyais. Ouais, dans la exactement. Du coup, je change tout. Et j'ai commencé, j'avais fait un tonneau noir et rouge. J'ai toujours adoré le noir. Noir et rouge. Ça se voit pas. Ouais, c'est vrai. Et dans ce tonneau, j'avais creusé, je faisais des choses à l'azote, les gens ne comprenaient pas, tu vois. Et eux, ils t'ont fait confiance. Mais ils m'ont fait confiance, mais en même temps, ça m'a permis aussi, à cette époque, de faire un gros travail sur moi-même. Tu sais, trouver son identité culinaire, sa signature, c'est se prouver à soi-même qui on est. Et pendant 3 ans, je faisais pas ma cuisine, je faisais la cuisine d'un autre. C'était de El Bouli ou de Pierre Gagnère. Donc, j'avais pas vraiment d'identité. Donc là, c'est le moment où se dessine ton identité culinaire. Ouais. Mais après, ça m'a pris 3 ans. C'est toujours des... En fait, il y a des ponts, toujours. Et du coup, on évolue. Et là, un jour, c'était un client, tout simple. Je lui avais fait, à l'époque, j'avais fait 20 plats, que des trucs, tu vois, avec l'azote, les sphérifications. C'était la cuisine, le plein boom de la cuisine moléculaire. Et l'après-midi, j'avais été ramasser une tomate qui était dans le jardin. Et cette tomate, c'était un cœur de bœuf, je me rappellerai toujours. Quand je la touchais comme ça, elle était encore, tu sais, il y avait du soleil dedans, elle gorgeait de soleil. J'avais pris cette tomate et j'avais servi juste une tranche de tomate comme ça, avec une liqueur d'huile d'olive qui était juste posée dessus, et puis un sel à la vanille. Je voulais faire en fait un entracte entre les 12 plats et l'autre. Passer. À la fin du repas, ils m'ont plus parlé de ce plat-là que le reste. Et là, je me suis dit, mais attends, là, t'es pas sur la bonne voie, là. Donc, je me suis regardé dans la glace, je me suis dit, il faut que tu trouves ton identité. Et donc, je me suis sculpté. On dit toujours que l'être humain est une belle pierre qui se sculpte toute sa vie. Et là, j'ai décidé et j'ai dessiné ma cuisine, ce que je voulais être. Et après, tu prends ton envol. Après, j'ai pris mon envol, mais ça n'a pas été facile parce que je m'étais associé avec les propriétaires du château des 7 Tours. On a ouvert un restaurant à Tours et qui finalement n'a pas trouvé public. Du coup, on avait été en redressement judiciaire. Mais même le redressement judiciaire a été la plus belle école de ma vie. Parce que tu vois, finalement, moi je voulais pas être en redressement judiciaire. J'ai dit non, je reprends le restaurant, j'étais capable. J'étais devant les juges du tribunal de commerce qui me disent mais comment vous allez faire? J'ai dit laissez-moi, faites-moi confiance. J'ai redémarré avec 500 €. Je suis allé au Halles, j'ai acheté des épinards, du saumon, un peu de crème, un peu de beurre, et puis j'ai ouvert le restaurant. J'ai envoyé des messages à tout le monde. Pardon? Tu l'as conservé, ce restaurant? J'ai essayé parce qu'on était en période d'observation pendant 6 mois renouvelables. Donc je me suis battu pendant 1 an. Mais ça a été très intéressant cette année-là parce que les gens venaient et j'ai eu du succès tout de suite. Mais il fallait que je ramène plus d'argent pour pouvoir effacer un peu les dettes. Donc j'ai essayé avec des investisseurs qui m'ont baladé. Finalement, j'ai dû fermer. Mais entre-temps, cette période-là, le Goemio était passé, les inspecteurs du Michelin étaient passés. Et Goemio, du coup, je monte à Paris à l'époque. En fait, pourquoi je monte à Paris? Parce que dans cette période-là aussi, je rencontre 2 frères superbes qui ouvraient un restaurant rue de l'Arbre Sec. Ils ouvraient un hôtel-restaurant rue de l'Arbre Sec qui s'appelait Confidentiel. Un truc 8 chambres. Il y avait le sous-sol, il y avait la cuisine, premier étage de la cuisine, la salle. C'était tout petit, hein, c'était, je crois, la moitié de ça. Ils me disent, on voudrait faire, est-ce que tu pourrais nous aider à faire la carte? Je dis, ok, très bien. Et juillet, je dépose le bilan. Je les appelle, ils devaient ouvrir en août. Je leur ai dit, vous savez, le chef que je devais vous trouver, ça va être moi. Donc, en fait, je suis monté à Paris comme ça. Et du coup, je suis arrivé à Paris, rue de l'Arbre Sec. Là, j'ouvre le restaurant. Goemio qui m'appelle entre-temps, qui me dit, on t'a cherché partout, tu étais où? Je dis, voilà, je suis désolé, mon restaurant, j'ai dû le fermer. Et c'était Patricia Alexandre à l'époque, la directrice du Goemio. Et je lui dis, mais elle me dit, écoute, on voulait te dire que tu es grand de demain. Là, je dis, ah bon? Je dis, mais mon restaurant, je l'ai fermé. Maintenant, je suis à Paris, c'est plus le même restaurant. Franchement, elle a été
très grande. Ouais, je veux dire, elle m'a dit, non mais Akram, nous, on, on salue ton talent. Donc on garde, peu importe où tu vas, on te le garde. Du coup à l'époque, tu vois, quand t'es grande demain, j'ai eu la presse de partout. Les gens sont tous venus. Et c'est là que tu ouvres aussi le tien alors? Et bien juste après, j'ai rebondi avec le mien. Mais en fait, la rue Lauriston, ça s'est fait d'une manière aussi pareille. Hein. C'est un gars qui m'appelle au restaurant parce qu'il venait manger. Il m'a dit, c'est incroyable ce que tu fais. J'ai 3 restaurants. Il était en plein changement de sa vie. Il n'en pouvait plus de la restauration. Et j'arrive rue Lauriston et je lui dis, mais écoute, il me dit, voilà, c'est ce restaurant-là, est-ce que tu pourrais le reprendre? Je dis, ouais, mais moi, j'ai pas d'argent. Comment je vais faire? Il me dit, je te fais crédit vendeur. Du coup, on se regarde dans les yeux, on se serre la main, on va chez le notaire. Je me fais aider par 2 copains aussi qui m'ont aidé. Ils ont fait tous les travaux du restaurant. Il n'avait rien, sa femme c'était l'architecte, donc elle m'avait aidé à faire toute l'architecture. Et je les ai remboursés après. Tu vois, mais en fait, tu vois, et là j'ai démarré le restaurant Akram. Par la suite, une étoile. 2014, 2012, deuxième 2014, étoile. deuxième Après, j'ai commencé donc deuxième étoile. Entre les deux, entre la une et la deuxième, un soir, il y avait une cliente qui était là, qui avait adoré. Elle me dit, j'ai fait tous les restaurants à Paris, j'aime beaucoup votre style et j'aimerais ouvrir un restaurant Akram à Hong Kong. C'est là? Ouais. C'est à ce moment-là, Hong Kong? C'est à ce moment-là, Hong Kong. Et là, je me retrouve à ouvrir un restaurant. Moi, je connaissais pas l'anglais, je connaissais, tu vois, c'était mon premier gros voyage. Et là, j'arrive à Hong Kong, c'était incroyable. On a ouvert le restaurant, on a eu une étoile tout de suite derrière. J'ai eu la deuxième aussi. Mais j'avais cette fulgurance de ma jeunesse qu'il fallait que je vive. C'est-à-dire que j'ouvrais trop vite, trop de choses en même temps. Et j'étais pas assez entouré. Et en fait, du coup, par la suite, j'ai dû tout fermer. En plus, j'avais ouvert à Paris les ateliers Vivanda, j'avais ouvert un concept de Madeleine, j'avais ouvert un bar à fromage incroyable, bar au fromage et vin. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait aussi un concept de panini. Mais en fait, c'était une époque, c'était très bizarre, mais il fallait le vivre. Et en fait, par la suite, j'ai dû fermer. C'est normal, parce que ça marchait pas. Mais pourquoi ça marchait pas? On peut trouver 1000 raisons. C'est une question de timing, en fait. Et à ce moment-là, j'ai ouvert en plein milieu, tu sais, des attentats de 2015 au Bataclan. Ensuite, il y a eu les Gilets jaunes. Ensuite, il y a eu les grèves. Donc, tout ça, ça a affecté une grosse partie du business. Et là, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je peux apprendre de ça? Et là, j'ai décidé de dire, OK, tout ce que j'ai appris en ouvrant à l'étranger, qu'est-ce que je pourrais faire comme concept duplicable, facile, transportable à l'étranger? Et là, je crée le Shirvan, avenue Georges V, qui est un restaurant qui est maintenant, ça fait 7 ans qu'on est là, qui ne cesse d'évoluer. Et voilà, 3 ans après, on a ouvert à Marrakech, au Mondarin. Ensuite, on a ouvert à Doha. Et on fait un par an, mais bien structuré. Voilà, tu vois, quelque chose de bien travaillé, bien réfléchi. Mais pas, bon, même si je reste toujours, je suis quelqu'un qui adore la créativité. J'aime entreprendre parce que pour moi, c'est aussi de dire que tout est possible. Et t'as pas peur de l'échec en plus? Parce que tu sais que t'es tombé, tu non, repars toujours. Non, mais moi, je suis toujours intéressé de l'échec parce qu'il y a toujours des choses à apprendre. Comme on dit, no risk, no story, tu vois. Ah ouais, on dit ça? Ouais. Donc, si tu le veux bien, on s'intéresse dans la dernière partie de l'émission vraiment à l'école. Ouais. T'es papa. T'as combien d'enfants? J'en ai 2. C'est des filles, non? Non, un garçon et une fille, 14 ans et 16 ans. Ok. Donc toi, l'école française, Ouais. tu peux t'en donner ton avis dessus? Quel regard tu portes dessus? Ah, mais c'est formidable. Ils ont une chance. Il n'y a pas un seul jour où je leur dis pas. C'est une chance incroyable parce que ils ont ce que moi je n'ai pas eu, si tu veux. Ils ont un cadre, ils ont aussi des amis formidables et puis ils ont une structure aussi qui est superbe. Et tu sais, finalement, je leur transmets aussi ma vie, ce que moi j'ai vécu, pour qu'eux puissent se dire, ok, j'ai une chance aujourd'hui, je dois y arriver par moi-même. C'est ce que j'explique toujours aux jeunes, parce qu'avant, à ma manière, ce que je faisais, quand ils étaient à l'école, avant qu'ils aillent au collège, je faisais tous les ans la semaine du goût. Et donc je faisais les classes de mes enfants. Un jour, je leur ai fait un marché dans la cour. Tu vois, j'ai amené des paysans. Un jour, je leur ai montré ce que c'était les légumes. Et ils sont tous partis avec un panier. Ça, tu le fais plus?
Bah non, parce qu'ils sont plus à l'école maintenant. Donc, égoïstement, je le faisais que pour mes enfants. Hein. Donc ceux qui étaient là dans la classe, ils ont profité. Mais par exemple, tous les parents, ils me remerciaient tout le temps. Mais encore la directrice d'école, elle vient chez moi. Mais j'ai adoré parce que tu vois, c'est à ma manière de leur dire voilà ce que moi je peux vous donner. Et c'est vrai que la cuisine, il y a un intérêt quand même des enfants qui est très intéressant, je trouve. Et un jour, j'ai fait justement ces paniers où je voulais que les enfants, je leur explique, je leur avais expliqué la recette, j'avais fait le dessin de la recette, j'avais mis tous les ingrédients dans un sac et j'avais offert un sac à chaque élève. Et je leur ai dit, vous allez faire la recette avec votre papa ou votre maman et vous allez m'envoyer la photo. Du coup, ils se sont tous mis à la faire. Tu vois, un enfant, ah papa, il faut qu'on fasse la recette. Donc même s'il ne veut pas cuisiner, il est obligé. Ben, ça crée quelque chose, ça crée un lien. Tu veux dire dans la famille? Oui, dans la famille, de cuisiner ensemble, c'est super. Surtout dans un monde où tu vois, il y a une fracture avec les réseaux sociaux aujourd'hui. On ne prend pas assez le temps de savourer du temps ensemble. Et c'est ça que j'essaie aussi d'inculquer à mes enfants et à d'autres aussi. Tu cuisines avec tes enfants? Beaucoup, ouais. J'adore. Alors après, je cuisine avec eux. Je mange de la junk food avec eux aussi. J'adore ça. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup être avec eux. Et depuis qu'ils sont tout petits, ils ont fait pas mal de restaurants de mes confrères. Des 2 étoiles, des 3 étoiles. Ils ont un palais bien éduqué. Maintenant, oui, c'est marrant parce que tu vois, quand ils sont petits, ils ne se rendent pas compte. Et là, tu vois, récemment, on s'est arrêté chez Georges Blanc. C'était exceptionnel. Tu vois, je les voyais, c'était très drôle parce que je les regardais. Ils étaient là, ils avaient des yeux mais remplis. Pourtant, ils avaient été, mais ils étaient plus petits. Mais là, tu vois, ils ont eu un âge plus mature. Ils avaient les yeux qui pétillaient. Ils ont vu le chef sortir, il leur a signé les menus. Ils étaient comme ça. Ils m'ont dit, papa, c'était incroyable, tu vois. Ça, dans l'école, qu'est-ce qu'il faudrait changer ou améliorer? Je pense qu'il y a 2 choses. C'est vrai que je pense que les portables à l'école, c'est pas une bonne idée. Je pense qu'il faut vraiment trouver une solution où quand les élèves arrivent, c'est-à-dire qu'ils laissent leur portable dans un casier. C'est interdit. Pour créer des liens qui sont sociaux, tu vois. Parce que je trouve que maintenant, je vois par exemple les jeunes sont à la cantine, ils se parlent. Avec Snap, TikTok, ils se parlent comme ça aujourd'hui. Mais ils ne se parlent plus, ouais tiens, si tu veux, viens, on se prend un café. Il n'y a plus d'échanges réels. Ou tu viens chez moi à la maison, etc. Il n'y a plus d'échanges réels. Et je trouve que c'est même des fois méchant parce que sur les réseaux sociaux, on se critique beaucoup, etc. Et ça fait beaucoup de mal aux enfants. Alors que tu vois, ça serait bien qu'ils aient peut-être un cours éducatif concernant justement la cuisine. Oui. Pourquoi pas, hein, d'1 heure par semaine. 1 heure par semaine. Pourquoi pas, oui, ça serait bien ça. Parce que du coup, parce que bien se nourrir, je pense que c'est même un acte de chaque citoyen. Pourquoi? Parce qu'on fait du bien à sa santé. Et comme ça, au moins, ils vont grandir avec se disant... oui, moi je travaille que des bons produits. C'est pour ça que la cuisine, souvent... Mais est-ce que ça passerait pas par la cantine aussi? La cantine aussi, ouais, mais la cantine, encore une fois, il faut leur donner du budget, si tu veux. La problématique, c'est que moi, un jour, j'ai essayé de comprendre un petit peu comment ils fonctionnaient, mais nourrir autant d'enfants, ils ont des budgets très restreints. Ils te disent, vous avez 1,50 € pour faire entrée, plat, dessert. Donc, si tu veux, tu peux pas faire des miracles. Je pense qu'il faut octroyer plus de budget, justement, à l'alimentation. Ça, c'est certain. Et peut-être leur donner, après, le sport aussi. Tu vois, le sport, ça c'est important. Parce que, bon, voilà, ça aussi, le sport, la cuisine, voilà. C'est comme ça l'école de demain pour Akram. Oui, j'espère, ouais. Ça serait bien, ouais. C'est la fin de l'émission. Merci beaucoup. Merci d'avoir partagé avec nous tous tes souvenirs. Je vous retrouve très vite sur School TV pour un nouveau numéro de Souvenirs d'écoliers.